On va prendre 5 minutes pour attendre un peu. Je sais qu'il y a beaucoup plus de gens que ça. Pour l'instant, vous êtes à peu près un peu plus d'une trentaine, mais donc j'attends que tout le monde se connecte pour commencer. Vous m'entendez? C'est bon pour tout le monde? Très bien. Enfin, je serai donc, c'est Monsieur Boukala, je serai donc votre enseignant de théorie des graphes. Bon, le nom du module, il est un peu trompeur. Donc, quand on entend graphe, on est habitué avec des graphes, enfin, comme ce qu'on appelle plutôt les courbes en mathématiques. On a l'impression que c'est ça les graphes, mais les graphes, c'est un modèle mathématique, certes, mais un peu différent. Donc, on va le voir pendant ce module. On va voir exactement qu'est-ce qu'on peut modéliser, qu'est-ce qu'on peut représenter avec ce. Quand on dit modéliser, c'est représenter, si vous voulez. À redémarrer, je ne sais pas pourquoi. Heureusement qu'il est rapide en redémarrage. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ok, bon. Donc je reprends. Donc je disais que donc théorie des graphes, c'est quelque chose qui fait partie de la recherche opérationnelle, qui recherche opérationnelle fait partie des mathématiques, même si certains mathématiciens, les puristes, c'est-à-dire ceux qui font des mathématiques pures, trop formelles, là, ne l'acceptent pas trop. Ils disent que c'est quelque chose qui fait partie plutôt de l'économie. Donc, il y a une petite querelle comme ça entre les mathématiciens et les gens de recherche opérationnelle. Les gens de recherche opérationnelle disent, nous, on est des mathématiciens. Les mathématiciens, certains, pas tous, bien sûr, disent que vous n'êtes pas des mathématiciens. Allez à la faculté d'économie. Vous n'avez rien à faire avec nous. Ça, juste pour l'anecdote. Maintenant, si on parle un peu d'histoire de recherche opérationnelle de manière générale, ça a commencé par des petits problèmes comme ça qui étaient en quelque sorte des curiosités. C'est-à-dire les gens étaient un peu curieux pour résoudre certains problèmes qui n'étaient pas classés comme étant des problèmes de mathématiques ou autres, hein. Donc c'était une sorte de jeu. Euh, Après, petit à petit, quand on apportait des solutions à ces problèmes, ben, ces solutions-là, elles étaient quelque chose qui était prouvé mathématiquement. Donc, voilà, donc c'est devenu une discipline à part entière. Donc, et elle s'est développée, si vous voulez, beaucoup pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, il y a les Américains qui ont beaucoup développé cette discipline de recherche opérationnelle. Donc, parmi les premières questions que l'on se posait en recherche opérationnelle, il y a un problème qui a été posé par un certain Euler, qui habitait une certaine ville qui s'appelait Königsberg. Cette ville, elle est traversée par un fleuve, donc, et dans le fleuve, il y avait des deltas, c'est-à-dire c'est des petites îles comme ça. Et en fait, il y a deux îles qui étaient reliées par des ponts. Euh,
Attendez, je vais peut-être partager mon écran, comme ça vous allez voir. J'avais préparé les documents, mais comme mon PC a redémarré, donc il faut que je revoie ça. Alors, juste là, théorie des graphes. Vous voyez mon écran, c'est bon? Ok. Donc, vous voyez un peu le schéma, un peu visualiser voilà, ce que je disais tout à l'heure. Je vais agrandir un peu. Donc, vous voyez un peu ce schéma. Donc ça représente un peu ce fleuve qui traverse la ville. Donc vous avez une rive d'un côté et l'autre rive. Donc vous avez les deux rives A et B. Et vous avez les deux petits deltas ou les deux petites îles C et D. Après, vous avez les ponts qui sont là. Donc vous avez 5 ponts par là, non, en fait 7 ponts, d'accord? Donc qui relient à la fois les rives au delta et ensuite il y a les deux deltas entre elles. C'est bon? Donc la question qui s'est posée, que s'est posée ce Euler, c'est de dire est-ce que je peux partir d'un point, n'importe lequel, hein, d'un point, traverser tous les ponts, mais une seule fois et une seule fois. C'est-à-dire je dois traverser tous les ponts, mais une seule fois, et revenir au point de départ. Bon, bien sûr, on peut être tenté de faire des essais. Alors, je vais dire, je vais partir de A, je prends ce pont, je vais aller vers C, etc. Mais bon, si vous ne trouvez pas la solution, on n'a pas la preuve comme quoi que la solution n'existe pas. Donc, de cette question, il a développé toute une théorie pour résoudre ce problème. Il a donné des théorèmes pour dire dans quel cas, en fait, il a donné carrément des conditions nécessaires et suffisantes qui permettent de dire si un problème qui ressemble à ce problème a une solution ou n'a pas de solution. Donc, il a donné des conditions nécessaires et suffisantes. En fait, quand on donne des conditions nécessaires et suffisantes, le problème devient relativement facile. Donc, on dit que c'est un problème facile parce que si j'ai la condition qui est vérifiée, bon, je dois avoir des notifications, mais je ne les vois pas. Voilà, c'est bon. Euh, pardon. Donc, si je trouve une condition, si les conditions est vérifiée, donc le problème admet une solution. Si la condition n'est pas vérifiée, le problème n'admet pas de solution. Il y a d'autres problèmes qui sont un peu plus compliqués lorsqu'on a une condition nécessaire mais pas suffisante. Donc, si elle est nécessaire, ça veut dire que si elle est vraie, donc on ne peut rien dire. Si elle est fausse, si la condition n'est pas vérifiée, on peut dire que le problème n'admet pas de solution. Donc, si vous voulez on a la moitié de la solution, mais c'est un peu difficile. Et parfois, on a l'inverse. On a une condition suffisante, mais pas nécessaire. Donc, si elle est suffisante, ça veut dire que si elle est vraie, donc le problème admet une solution. Si elle n'est pas vraie, on ne sait rien. On peut pas répondre, on ne peut rien dire. Donc là, ce problème en particulier, il lui a trouvé des solutions nécessaires, enfin des conditions nécessaires et suffisantes. Donc qu'on verra dans les cours à suivre, hein. Donc on va voir exactement comment on représente ça dans la théorie des graphes, donc par un graphe, et comment dire que le problème admet ou n'admet pas de solution. C'est un problème relativement simple. Après, il y a eu d'autres problèmes. Donc, il y a ce Sir Hamilton qui a posé un problème qui est un peu semblable, mais celui-là, il est plus difficile. Je vais voir si je peux agrandir. Ouais, je peux agrandir.
Donc, ce Sir Hamilton, il a posé un problème qui est... par contre, là, j'aurai des problèmes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a moyen d'autoriser tout le monde à accéder sans avoir à chaque fois à... Bon, je ne sais pas où est-ce qu'il faut. Excusez-moi, juste pour que je vois. Non, je ne vois pas. Bon, c'est pas grave. C'est pour que je n'ai pas à zapper. En fait, c'est parce que le partage que j'ai fait le partage de tout mon écran. Donc, à chaque fois, bon, je vais arrêter le partage pour reprendre d'une autre façon. Windows. Et donc, comme ça, vous verrez que ça à chaque fois. Donc, je disais que donc, dans ce problème, en fait, bon, il est posé ici dans ce document d'une certaine manière, mais on peut le dire autrement. C'est qu'un représentant commercial ou quelque chose, enfin ce que vous voulez, bon, doit se déplacer dans plusieurs villes et il doit aller dans N villes, on va dire, un certain nombre de villes, mais il doit visiter ces villes une et une seule fois et revenir à la ville de départ aussi. Ben, ce problème, tel qu'il est posé comme ça, il est plus difficile que le premier. Et c'est un problème connu pour être NP complet. Qu'est-ce que ça veut dire NP complet? Ça veut dire qu'on ne peut pas lui trouver, on n'a pas pu lui trouver un algorithme relativement simple, qui permet de le résoudre. Vous m'entendez? C'est bon? Vous êtes toujours là? Oui, monsieur. Très bien. Et les problèmes NP complets, c'est des casse-têtes qui restent toujours des problèmes sujets de recherche. Hein. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent dessus pour trouver des petites solutions pour, comment dire, pour simplifier la résolution, pour réduire le temps de résolution, etc. Et pour vous dire un peu qu'est-ce que ça veut dire un problème NP complet, il y a en fait, ils sont réputés pour avoir des, si on veut les résoudre, le temps d'exécution nécessaire pour trouver des solutions, il est en quelque chose en exponentiel. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que ça veut dire, tout ça. Vous avez fait un peu de peu pour que vous soyez, vous compreniez un peu ce que ça veut, ce dont je parle. Si vous avez un algorithme dans lequel vous avez une boucle for i allant de 1 à n, après vous faites des traitements, des if, des affectations, tout ce que vous voulez, mais en fait il n'y a pas une autre boucle à l'intérieur. Hein. On va dire que vous avez juste dans votre algorithme une seule boucle externe et à l'intérieur il y a des traitements. Donc on va dire que notre algorithme il est en quelque sorte linéaire. Pourquoi linéaire? Parce qu'à chaque fois que j'augmente le n, ben, le temps d'exécution, il augmente en quelque sorte en fonction de n. Vous me suivez là, c'est bon? Oui. D'accord, donc vous avez une courbe linéaire entre le temps d'exécution et le paramètre n qui est en quelque sorte la taille de mon problème. Ben, si vous voulez, on peut prendre un exemple. Si vous faites la recherche d'un élément dans un vecteur, donc vous faites quoi? Vous faites une boucle pour parcourir tout le vecteur, n'est-ce pas? Et vous faites des tests, n'est-ce pas? Donc au pire des cas, vous allez parcourir tout le vecteur. Donc si le vecteur il est de taille 10, vous allez faire 10 itérations au maximum. Si le vecteur il est de taille 20, vous allez faire 20 itérations, n'est-ce pas? C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Donc, donc, vous voyez que ici, le temps d'exécution ou le nombre d'itérations, il est proportionnel ou il est en fonction de la taille de notre vecteur. Donc, il suit une fonction linéaire. Maintenant, si j'ai deux boucles imbriquées, bon, on va dire toujours for i allant de 1 à n et ensuite à l'intérieur for i allant de 1 à n. Et après, je fais à l'intérieur de la boucle interne des traitements.
Donc, si c'est le cas, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes d'accord avec moi, si je change le n, le temps d'exécution, il va suivre une fonction qui est en n au carré. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais c'est pour ça que c'est pour ça que je suis en train de vous expliquer ça. C'est pour ça que je suis en... Oui, oui, c'est ce que j'ai compris. C'est pour ça que je suis en train de vous dire un peu comment on détermine la complexité d'un algorithme. Donc, si vous avez deux boucles imbriquées, donc ça devient n au carré, n puissance 2. Très bien, d'accord. Donc, vous voyez que si je change le n, le temps d'exécution, parce que j'ai deux boucles imbriquées, qui sont toutes les deux en n, donc le temps d'exécution, il va suivre une fonction qui est proportionnelle, si vous voulez, à n au carré. Si j'ai trois boucles imbriquées, ça va être n puissance 3 et ainsi de suite. Mais il y a pire que ça. Ça, c'est, si vous voulez, on parle de fonctions polynomiales. C'est-à-dire, tant que ça suit n puissance quelque chose, on est content. Même si c'est n puissance 5, n puissance 10, mais ce n'est pas très, très grave. Ce qui est grave, c'est quand on cherche des combinaisons. C'est-à-dire que si je vous dis, par exemple, faites-moi les combinaisons de A, B, C, D, toutes les combinaisons possibles, c'est combien de combinaisons que vous avez? Surtout si je vous dis que j'accepte aussi A, B, etc. Donc, combien vous avez de combinaisons? Ah ben, avec 4 lettres seulement. Hein. Est-ce que quelqu'un peut me répondre là? Un arrangement, une combinaison, j'ai oublié. Bon, en fait, vous avez, j'accepte B, C, ainsi de suite. Bon, ensuite, B, ou bien BB, etc. Enfin, toutes les combinaisons possibles. Donc, si vous voulez, si je prends la première lettre, donc il y a une, n'est-ce pas? C'est comme si vous preniez les quatre premiers chiffres, 000, 001, 002, etc. Donc, vous aurez combien? De 000 jusqu'à 9999, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que vous avez 10 000. Enfin, non, pardon, il n'y a pas de. C'est avec quatre chiffres seulement. Vous aurez en fait. Oui? Oui, mais ça, c'est si c'est avec les 10 chiffres. Mais si c'est uniquement avec 4 lettres, 4, c'est 4 à la puissance. Oui, 4 à la puissance. 4 à la puissance 4, exactement. C'est-à-dire que vous voyez un peu, si je cherche toutes les combinaisons de 4 lettres, ça va être 4 à la puissance 4. Si je cherche toutes les combinaisons de 4 lettres, mais avec seulement 3 lettres, 3 lettres possibles, bon, ça va être 3 à la puissance 4 et ainsi de suite. En fait, la taille de la combinaison, elle va être en puissance. C'est-à-dire qu'en fait, si mon problème il est de taille n, je vais avoir quelque chose comme k à la puissance n. Donc, c'est ça, en fait, c'est les problèmes qu'on appelle exponentiels. Donc, quand on cherche des combinaisons, on se retrouve avec des problèmes dont le temps d'exécution, il est en exponentiel. Et là, ça fait un peu peur. Pourquoi? Parce que le temps d'exécution, dès qu'on avance un petit peu, les ordinateurs ne peuvent plus aller très loin. Vous me suivez? C'est-à-dire que si je cherche à résoudre, bon, je vais caricaturer un petit peu, je vais peut-être exagérer un peu, mais pour que vous compreniez un peu le sens, si je cherche à résoudre un problème exponentiel, peut-être que quand il est de taille 10, je vais le résoudre en une seconde, en temps de calcul sur un PC, hein, sur un ordinateur. Si je passe de 10 à 11, vous voyez, j'ai augmenté de 1, je passe d'une seconde à une minute. C'est-à-dire que vous voyez, en fait, j'ai multiplié par 60 le temps d'exécution. Si je passe de 11 à 12, je passe de 1 minute à une année. Et si je passe de 12 à 13, je passe de une année à, je ne sais pas, 100 siècles ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, bon, j'exagère un petit peu, hein, mais en fait, c'est ça, les problèmes exponentiels, leur temps d'exécution augmente trop vite
donc de manière exponentielle. Vous connaissez la fonction exponentielle. Donc, augmente de manière exponentielle en fonction de la taille du problème. Et donc, on ne peut pas résoudre des problèmes de taille relativement grande. D'accord? Donc, quand on pose le problème comme ce problème qui a été posé par Sir Hamilton, donc si vous avez votre voyageur qui doit passer par N villes et revenir au point de départ, ben, ce problème, c'est un problème qu'on dit un problème exponentiel. Ça veut dire que si je sais le résoudre pour 20, si je peux le résoudre avec un ordinateur pour 20 villes, peut-être que je ne pourrais pas le résoudre pour 21 villes. Alors, dire 30 villes, ça va être un peu plus... c'est impossible. Donc, parce que mon ordinateur, déjà, d'abord, le temps d'exécution, il augmente trop vite. Et l'espace mémoire qui est nécessaire, parce qu'il va falloir stocker certaines solutions intermédiaires, etc. Donc, l'espace mémoire ne me suffira pas, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu, pour caricaturer ou pour vous illustrer un petit peu cette notion de problème exponentiel. Donc, ce problème, des problèmes hamiltoniens, on les appelle comme ça, le problème de recherche de parcours hamiltonien, qu'on va voir aussi, c'est des problèmes qui sont connus pour être des problèmes difficiles ou NP complet ou exponentiels. Vous me suivez là, c'est bon? Bon, ce n'est pas la théorie des graphes là, hein. Je suis en train de vous parler, enfin l'exemple, c'est un exemple de théorie des graphes, mais cette histoire de résolution, de temps d'exécution, ça c'est autre chose, ça relève de la complexité. Donc voilà un peu, donc si on cherche à résoudre le problème de chemin hamiltonien, donc on essaye de trouver un chemin qui passe par tous les points, ces points-là, c'est des villes, hein. Donc, il revient au point de départ. Donc, ça, c'est le problème qui a été posé par ce Hamilton. Après, vous avez d'autres problèmes qui ont été posés et qui ensuite ont été résolus par la théorie des graphes et la recherche opérationnelle. Eh ben, c'est le problème de coloration. Le problème de coloration, c'est quoi? En fait, le premier temps, comment il a été posé? Ben, ils se sont dit, quel est le nombre de couleurs nécessaires pour colorier une carte géographique, par exemple, de telle manière à ce que les pays qui sont limitrophes ne soient pas colorés de la même couleur. Les pays qui sont voisins, c'est-à-dire qui ont une frontière commune, il ne faut pas qu'ils aient la même couleur. Ben, ça a fait tout un tas de recherches pour ça, et il y a des gens qui ont pu prouver qu'il suffit de 4 couleurs. Et ça, c'est l'un des problèmes qui ont été résolus, prouvés par ordinateur. D'accord? Donc, la solution et la preuve, si vous voulez, pour dire qu'une carte géographique, quelle que soit la carte géographique que vous allez prendre, quelles que soient les frontières, la taille des pays, etc., que 4 couleurs suffisent pour colorier une carte géographique. Mais le problème de coloration, bien sûr, c'est un problème qui ne se pose pas uniquement pour des problèmes de carte géographique, hein. Donc après, justement, j'allais vous dire que les problèmes que je viens de poser là, même s'ils ont l'air d'être des devinettes ou des petits exercices, mais ils ont des applications dans la pratique et dans le monde économique qui sont intéressantes. C'est-à-dire que si je prends le premier problème que je vous ai posé tout à l'heure, ce problème de traverser des ponts et revenir au point de départ, mais traverser chaque pont une seule fois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas traverser le même pont une deuxième fois. D'accord? Et il faut passer par tous les ponts. Donc ce problème-là, à quoi on peut l'assimiler? Ben, vous avez plusieurs problèmes qui sont semblables. Si vous prenez le facteur, par exemple, il prend son courrier en partant de la poste, et après, il doit distribuer son courrier en passant par des ruelles. D'accord? Ben, c'est intéressant pour lui de ne pas passer par la même rue 2 fois. Donc, il distribue son courrier et il passe dans une autre rue. Il faudrait qu'il revienne à la poste quand il aura fini de distribuer son courrier, en passant par toutes les rues où il doit déposer son courrier, sans passer une deuxième fois, 2 fois par la même rue. Donc, c'est exactement le même problème. Donc, c'est le problème du postier, c'est celui-là. Problème de ramassage d'ordures. Donc, si vous voyez un camion qui ramasse des ordures, donc il part de son
de son dépôt, de son parking, etc. Et il va passer dans des quartiers, n'est-ce pas? Et doit faire le ramassage des ordures. Et il ne faudrait pas qu'il passe par le même quartier deux fois. Donc, vous voyez un peu que ce problème, tel qu'il a été posé, bon, en parlant de pont, n'avait pas d'intérêt particulier, mais en fait, ce même problème a des similitudes ou a des applications sur le terrain qui sont intéressantes. La même chose, si vous prenez le problème de Hamilton, qui lui dit je pars dans des points, ce n'est pas des quartiers, mais c'est des points. Il a parlé de villes. Ben, en fait, il y a des applications. Donc, il y a mis à part le problème du voyageur de commerce qui est connu, enfin, on l'appelle comme ça, le problème du voyageur de commerce, qui passe dans N villes une seule fois et revient à la ville de départ. Mais sinon, les problèmes de ramassage scolaire, c'est-à-dire que si vous avez un bus qui part bien sûr de l'école et il doit faire un ramassage de tous les élèves qu'il doit ramasser, qu'il doit prendre, et revenir à l'école, donc, c'est un problème qui est semblable. Donc, bien sûr, il ne faudrait pas qu'il repasse par le même point deux fois. Il ne faudrait pas, bien sûr, dans la mesure du possible. Si le problème admet une solution, parce qu'il peut ne pas admettre de solution. C'est-à-dire, il se peut que la configuration ne lui permet pas de ne pas repasser deux fois par le même point. Mais si cette solution existe, bah, il vaut mieux l'adopter. D'accord? C'est bon? Le problème de coloration, il a aussi d'autres applications. Donc, si on veut les problèmes de fréquence lorsqu'il s'agit d'émissions, que ce soit de radio ou bien même de téléphonie, c'est-à-dire que vous avez par exemple des antennes les antennes là GPS de téléphone, GPS non GSM, enfin les antennes là que vous avez au niveau des toits et au niveau des poteaux de téléphonie, en fait, elles émettent sur une certaine fréquence. Mais en fait, deux antennes qui sont dans la même zone et qui, dans les fréquences, enfin, si vous voulez, la portée se touchent, c'est-à-dire leurs ondes, si elles se croisent, il ne faut pas qu'elles émettent dans les mêmes fréquences. Donc, si elles émettent dans les mêmes fréquences, il y aura comme des parasites, ça ne marchera plus. En fait, il y aura des collisions en quelque sorte. Donc, elles doivent émettre dans des fréquences différentes. Donc, ce qui fait que les antennes, si elles sont voisines, il faut qu'elles émettent dans des fréquences différentes. Donc, on peut assimiler ce problème au problème de coloration. C'est-à-dire, au lieu de parler de couleur, on va parler de fréquence. Donc, vous voyez un peu, bon, il y a d'autres problèmes comme ça encore qu'on peut résoudre avec les problèmes de coloration, problèmes des circuits imprimés, etc. Et c'est pas que ça. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu l'histoire. Donc c'est les problèmes qui sont classiques, connus. C'est les débuts de la théorie des graphes. Mais il y a beaucoup de problèmes qui ont été résolus donc par la théorie des graphes. Donc on peut citer ici les réseaux de communication, les réseaux routiers, les chemins de fer, téléphone, le relais, etc. Donc tous ces problèmes. Donc on cherche à trouver soit le chemin le plus court, soit les chemins les plus courts, etc. Donc, si vous voulez, en télécommunication ou en réseau informatique, donc vous n'avez pas encore fait le module de réseau, mais vous allez voir que un message qui part d'un ordinateur, il peut, je sais pas, quand vous êtes en train de naviguer sur votre ordinateur, vous avez vos messages qui vont parcourir des milliers de kilomètres. Et ces milliers de kilomètres, ils passent par plusieurs routeurs, plusieurs nœuds. Et pour choisir le meilleur chemin pour atteindre votre cible, c'est-à-dire vous avez envoyé un message. Quand vous êtes en train de naviguer, il y a de multitudes de messages qui sont envoyés, reçus, etc. Mais quand vous envoyez, vous êtes en train de naviguer, par exemple, juste sur Google. Mais Google ne se trouve pas en Algérie. Donc vous êtes en train de communiquer avec un site qui se trouve, je ne sais pas, je crois que sont hébergés un peu partout aux États-Unis, puis vous avez dans les pays nordiques, je ne me souviens pas très bien, mais c'est... Bon, bref, dans les pays d'Europe. Donc, nous, on n'a pas un lien direct vers, je ne sais pas, d'Alger vers
un pays scandinave. Donc, on passera par l'Espagne ou par la France, ensuite de la France vers l'Allemagne, ensuite de l'Allemagne vers, je sais pas, la Hollande ou je ne sais pas quoi. Donc, vous voyez un peu que le chemin que parcourt votre message, il passe par plusieurs nœuds. Ben, il y a un choix qui doit se faire. C'est-à-dire que si je dois aller envoyer, que mon message il doit aller d'Alger vers, disons, la Hollande ou je ne sais pas où, donc s'il doit passer est-ce qu'il doit passer par la France, ensuite l'Allemagne, ou est-ce qu'il passe directement d'Espagne, ensuite l'Allemagne, etc. Il y a plusieurs chemins possibles. Ben, il y a des algorithmes de routage qui déterminent le chemin le plus court. Donc, ces algorithmes qui déterminent le chemin le plus court, c'est des problèmes de théorie des graphes. Donc, on va les voir, on va voir exactement comment ça fonctionne. Donc, si vous voulez, ces problèmes de recherche de chemin le plus court, qui sont appliqués en réseau et qui sont appliqués partout ailleurs. Donc, si vous cherchez le chemin pour aller d'un point A à un point B sur Google Maps, ben, il applique des algorithmes de recherche de chemin le plus court parce que il y a plusieurs chemins. Si vous voulez aller je sais pas, de Babzouar à Baïnem, si vous habitez à Baïnem, ben, vous pouvez passer par l'autoroute Est-Ouest, vous pouvez passer par Alger Centre, etc. Je sais pas, il y a une multitude de chemins. Ben, Google Maps, il va vous proposer le chemin le plus court, ben, en considérant beaucoup de paramètres. C'est-à-dire si le plus court en termes de temps ou bien le plus court en termes de distance, etc. Donc, vous avez donc ce problème qui est résolu en théorie des graphes et qu'on va voir aussi dans les chapitres qui vont venir. Il y a des problèmes d'ordonnancement des tâches. Donc, vous avez des projets qui sont constitués de plusieurs tâches. Ben, ces problèmes-là, on les modélise, on les représente par des graphes et ensuite on essaye de trouver le temps minimum de la durée du projet. Donc, en bien ordonnançant les tâches. C'est-à-dire, si on a plusieurs tâches, ben, ces tâches-là, parfois, elles sont liées par des contraintes. C'est-à-dire que je ne peux pas, par exemple, commencer la peinture si je n'ai pas encore construit les murs. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je ne peux pas ramener les peintres et leur dire commencer alors que les murs ne sont pas encore là. Donc, vous avez des contraintes de précédence. C'est-à-dire que je dois d'abord construire les murs, ensuite faire. Mais il y a certaines tâches que je peux faire en parallèle. Donc, je peux faire, par exemple, je sais pas, pendant que je construis les murs, je sais pas, il y a des choses que je pourrais faire en parallèle. Donc, toutes ces tâches-là, en ayant défini tous les problèmes, enfin, toutes les contraintes qu'il y a, je peux ensuite résoudre le problème et déterminer le temps minimal du projet. Et c'est quelque chose qui est appliqué sur le terrain, hein. C'est pas que de la théorie, hein. Dans les pays qui se développent, qui sont développés, enfin, ce genre de choses est appliqué. J'ai même des exemples que j'ai vus de vive voix, de mes propres yeux. Cet aspect, enfin, des problèmes d'ordonnancement, vous pouvez le voir aussi en génie logiciel. C'est abordé aussi en génie logiciel parce que c'est pareil, hein, quand vous devez développer un logiciel, développement d'un logiciel, c'est plusieurs développeurs qui participent. Et après, il y a donc chaque développeur, on lui assigne une tâche, enfin, on lui assigne une tâche à faire. Et il y a plusieurs tâches. Bon, il y a certaines tâches qui peuvent se faire en parallèle, il y a d'autres qui ne peuvent pas se faire en parallèle. On attend d'abord le résultat d'une certaine tâche pour pouvoir commencer celle-ci, etc. Donc, en tout cas, même l'ordonnancement des tâches dans le cadre du développement logiciel peut se faire en utilisant des algorithmes qu'on va voir ici, le programme PERT. Les flots dans le réseau, donc dans les réseaux électriques, vous connaissez déjà en principe, vous avez vu la loi de Kirchhoff en électricité. Donc on va reprendre un petit peu, on ne va pas voir la loi de Kirchhoff, mais on va voir un peu comment optimiser, donc comment maximiser, si vous voulez, le transport de liquide ou le transport de matière, qu'est-ce qu'elle soit, dans un réseau. Voilà. Après, vous avez d'autres notions. Vous avez, par exemple, je sais pas, la théorie des graphes, elle est appliquée, par exemple, dans les réseaux sociaux, dans les
donc pour l'étude de, je sais pas, de compatibilité ou de liens, etc., dans les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose qui est aussi, qui fait partie, si vous voulez, du domaine de la recherche. Donc, en tout cas, la théorie des graphes, elle a une multitude d'applications dans la vie courante. Et comme je disais, comme c'est une méthode mathématique, donc ça veut dire que les problèmes qu'on résout en théorie des graphes sont des problèmes qu'on résout mathématiquement. Ça veut dire qu'on apporte des preuves, des démonstrations que les algorithmes ou que les solutions que nous apportons sont des solutions prouvées. Donc, c'est des solutions, si on dit que cette solution elle est optimale, ça veut dire qu'elle est optimale. On ne peut pas trouver mieux. D'accord? Vous m'entendez là, c'est bon? C'est bon, vous arrivez à me suivre, vous comprenez tout ce que je dis? Je n'ai pas la réponse de tout le monde. Allô? Vous êtes là? Bon, comme je ne voyais pas les demandes pour être autorisé à accéder. Bon, la prochaine fois, ça va être différent. Donc, la prochaine fois, il faudrait que je reçoive la liste des mails des étudiants. Et à partir de là, je vais vous mettre dans l'invitation, c'est-à-dire à partir de Google Meet. Comme ça, je n'aurai pas à chaque fois à accepter ou à rejeter chaque demande d'accès. Très bien. D'accord, ok. Très bien, d'accord. Donc j'attends ça. Et à partir de là, ça va être un peu plus. J'aurai pas des arrêts comme ça pour à chaque fois autoriser l'accès. Donc, je sais pas ce qui. Ouais, c'est bon. Parfait. Donc voilà un peu ce que nous allons voir. Donc là, vous voyez mon écran, c'est bon? Donc, voilà, le premier chapitre, il va être consacré à des notions de base. Donc là, on va définir un peu toutes les notions relatives à la théorie des graphes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un graphe et quelles sont toutes les propriétés d'un graphe, quels sont les éléments d'un graphe, etc. Donc, voilà un peu le plan. Donc, les définitions de base, représentation, donc représentation graphique et les représentations aussi, disons, par ordinateur, les notions de degré, la notion de sous-graphe et graphe partiel, les notions d'isomorphisme, l'exploration d'un graphe. On va voir comment explorer un graphe, c'est-à-dire visiter un peu tous les nœuds de euh, tous les points de ce graphe. Propriété d'un graphe, coloration, et, et on verra un peu ce que c'est que notion de nombre chromatique, c'est en relation avec la coloration, et un algorithme qui permet, si vous voulez, de déterminer le nombre minimum de couleurs, mais ce n'est pas un algorithme qui est 100% sûr. Euh, on va dire que c'est
un algorithme glouton ou c'est une heuristique. Ce terme heuristique, peut-être que vous ne connaissez pas ce que ça veut dire. En fait, quand on ne sait pas résoudre un problème de manière exacte, ou quand la solution d'un problème de manière exacte demande beaucoup de temps, donc on essaye des fois de chercher des heuristiques. C'est des algorithmes qui permettent de trouver des solutions acceptables, mais dont on n'est pas sûr que ce sont réellement des solutions optimales. Vous comprenez ce que ça veut dire le mot optimal? Mais la meilleure solution. Meilleure solution, oui, voilà, c'est la meilleure. Donc, les heuristiques ne garantissent pas qu'on a la meilleure solution, exactement. Donc, mais souvent, on est proche. C'est-à-dire, soit ils nous donnent la meilleure solution, soit on est proche. Des fois, on se contente. C'est-à-dire que au lieu de passer, si j'ai un problème sur lequel je dois passer un siècle pour trouver la solution, bah, si je peux trouver la solution en un quart d'heure, mais une solution qui est proche de l'optimum, bon, je me contente de ça. D'accord? Donc voilà, l'algorithme de Welch et Powell, c'est l'un des problèmes, l'un des algorithmes qui nous permet de trouver quelque chose de proche de l'optimum, mais on n'est pas sûr. Peut-être que c'est l'optimum, mais on n'est pas sûr. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, la théorie des graphes est un vaste domaine de recherche opérationnelle. Ce cours ne constitue qu'une introduction à cette théorie, c'est-à-dire qu'on n'a pas la prétention de voir tous les aspects de la théorie des graphes dans ce cours. Hein. Donc, on va voir les bases. Et après, au besoin, si vous avez besoin de quelque chose, vous allez vous-même creuser. Hein. Donc, la théorie des graphes est née au XVIIIe siècle en essayant de trouver des solutions à des exercices considérés comme curiosités mathématiques. C'est ce que je disais tout à l'heure en parlant du problème des fameux ponts de Königsberg. D'accord? Donc, en 1737, Euler présenta le célèbre problème de pont de Königsberg. Le problème étant 2 delta C et D sur la rivière Pregel à Königsberg pardon, étaient reliées entre elles ainsi qu'au rivage, c'est-à-dire aux rives A et B. Bon, je vais voir, il y a des demandes, j'imagine. À l'aide de 7 ponts. Donc, la question, peut-on partir d'un point quelconque A, B, C ou D, traverser chacun des ponts une et une seule fois et revenir au point de départ? Euler représenta cette situation à l'aide d'un graphe et démontra que ce problème, le problème qui est là, hein, n'admet pas de solution. Ah, bien sûr, je vous disais tout à l'heure, on peut faire des tests, on peut essayer, tiens, je vais passer par là, je vais passer par là, je vais remonter, je reviens par ici, etc. Bah, mais si je fais comme ça des tentatives, ben, si je ne trouve pas de solution, ça veut pas dire que le problème n'admet pas de solution. N'est-ce pas? Peut-être parce que je n'ai pas su trouver la solution, c'est tout. Mais si on a une démonstration, ben c'est bon. C'est que là, il a démontré, mais il ne s'est pas contenté de démontrer que ce problème n'admet pas de solution, mais il a donné, une théorie, des théorèmes, qui nous donnent des conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un problème pareil admette ou n'admette pas de solution. Ensuite, on avait vu, j'avais parlé de l'autre problème très important, hein, qui est le problème de la coloration, et le problème qui a été posé, comme quoi 4 couleurs suffisent pour colorier n'importe quelle carte géographique. C'est-à-dire, si vous avez cette carte, oui, ben, on a pu la colorier avec 4 cartes. Maintenant, on peut, je ne sais pas, si on arrive à trouver une planète où il y a des extraterrestres et qui ont leur planète qui est divisée aussi en pays, ben, ça sera un autre partage, une autre carte. Ben, on peut aussi la colorier avec 4 couleurs. Donc, ce problème est resté très longtemps sans solution. Il a fallu attendre jusqu'en 1976, hein, c'est relativement récent, pour que Appel et Haken
prouve ce théorème en réduisant le problème à un nombre fini de situations particulières en trouvant une solution pour chacune d'entre elles à l'aide d'un ordinateur. Ensuite, on avait parlé du problème hamiltonien. Donc celui-là, ce problème consiste à visiter n villes en passant une et une seule fois par chacune des villes. Donc ce problème, par contre, la condition nécessaire et suffisante de l'existence d'un tel problème dans un graphe quelconque n'est pas connue. Donc ce problème-là, c'est un problème connu pour être difficile. Donc on dit c'est un problème NP complet. Et les algorithmes pour résoudre ça, c'est des problèmes qui sont, c'est des algorithmes exponentiels pour trouver une solution exacte, bien sûr. Après, là aussi, il y a une multitude d'heuristiques, comme j'avais dit tout à l'heure, qui nous permettent peut-être de trouver une solution qui est proche de l'optimum. Peut-être qui est même l'optimum. Mais même si la solution qu'on trouve, elle est l'optimum, le problème, c'est qu'on n'a pas de preuve que c'est l'optimum. Monsieur, Oui? pour le chemin hamiltonien que vous avez montré maintenant, est-ce qu'on doit passer une seule fois et revenir au premier point ou juste suffisant de passer une seule fois? Vous voyez ici que c'est quelque chose qui revient. Donc, si je pars de ce point, je pars et, hop, et je reviens. Je dois revenir au point de départ, c'est ça? Oui. Bon, en fait, je peux parler, on verra après, d'un cycle, d'un circuit. Donc, ça veut dire que je reviens au point de départ. Je peux parler d'un chemin hamiltonien sans revenir au point de départ, mais ça reste toujours un problème hamiltonien. Même si je ne reviens pas, admettons que, par exemple, ce bout de lien rouge n'existe pas, donc si je pars ici et que je dois arriver ici, bah, le problème reste un problème difficile. D'accord. Le problème, et ça reste un problème hamiltonien, c'est-à-dire que le problème hamiltonien, c'est un problème de trouver un parcours qui permet de visiter n villes, en principe, et de revenir à la ville de départ, mais ce n'est pas une condition nécessaire. On peut ne pas revenir. Visiter n villes une et une seule fois. Le problème, c'est de visiter toutes les villes, mais une seule fois. D'accord? Et bien sûr, on peut le compliquer encore en disant trouvez-moi le parcours minimal, c'est-à-dire optimal, dans le sens où imaginez que le fait que je parte de cette ville à cette ville me coûte de l'argent. Donc, est-ce que je pars de celle-ci à celle-là ou je pars de celle-là à celle-là? C'est-à-dire que j'ai plusieurs possibilités. Ben, il faut que je trouve aussi le parcours qui me coûtera le moins cher ou le parcours dont la distance est minimale ou peut-être le parcours dont le temps de parcours est minimal et ainsi de suite. C'est-à-dire vous avez des problèmes comme ça. Donc, c'est-à-dire que c'est un problème parfois d'optimisation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire que je peux visiter les N villes, mais parfois on vous dit non, trouvez-moi aussi celui qui me minimise le coût. D'accord? Oui, d'accord, merci, monsieur. C'est bon? Juste là, merci. Ouais, merci. Donc, la théorie des graphes a connu un développement plus important. Pardon, une seconde, je vais voir ce qui se passe. Ah, il y a des gens qui rejoignent maintenant ou qui, parce qu'ils sont éjectés, doivent rejoindre. Donc, à chaque fois, il faut que je les réadmette. Voilà. Donc, pardon, la théorie des graphes donc, a connu un développement très important pendant la Deuxième Guerre mondiale et la contribution de l'armée américaine est considérable. Bah, on doit lui reconnaître ça. Les graphes constituent donc à la fois une théorie. Oui. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, il y a des étudiants qui ne peuvent pas accéder, ils ont des problèmes de connexion, ils essayent d'entrer et le Meet les rejette. Est-ce qu'on peut enregistrer J'ai oublié de vous dire ça. Oui. Oui, vous pouvez enregistrer. Il n'y a aucun souci pour moi. D'accord. J'ai oublié de vous le dire, mais j'aurais dû vous le dire dès le début. Vous pouvez enregistrer mes cours. Moi, je n'ai pas de possibilité d'enregistrer, surtout avec Google Meet. Et mon PC, il est un peu réduit en termes de taille et tout, donc j'ai des soucis pour enregistrer toutes les vidéos. Donc, je vous autorise à enregistrer
Et si vous avez déjà enregistré, cette conversation est enregistrée, donc c'est une preuve contre moi, comme quoi je vous ai autorisé. Merci, monsieur. Je vous en prie. Donc, voilà. Je disais que les graphes constituent donc à la fois une théorie et un outil qui permettent de modéliser une grande variété de problèmes et se ramènent à l'étude de graphes. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer le problème en lui-même, hein, d'accord, on revient à l'étude d'un graphe qui est un modèle mathématique. Donc, c'est un peu plus. Enfin, on a des outils qui permettent, si vous voulez, des algorithmes, vous avez des démonstrations qui sont toutes prouvées déjà, toute une théorie, donc qui nous permet, à travers cet outil, ces outils, de trouver directement des solutions ou bien de prouver directement des propriétés, etc. C'est-à-dire que je peux dire que ce graphe admet un parcours eulérien, ben, sans trop me casser la tête, c'est-à-dire que j'ai déjà les conditions nécessaires et suffisantes. Je peux trouver le chemin le plus court parce que j'ai des algorithmes. D'accord? Donc, si j'ai un problème, bien sûr, on va me poser un problème, on me dit il faut passer d'une ville, je sais pas, il faut construire un réseau électrique, etc. Mais moi, je ne vais pas mesurer les kilomètres qui sont dans le réseau électrique, je ne vais pas déployer le réseau électrique, mais je vais commencer par modéliser par un graphe, donc sur du papier ou sur un ordinateur ou ce que vous voulez. Après, je vais résoudre mon problème de graphe. C'est ça ce que veut dire ce petit paragraphe. Donc, le graphe constitue donc à la fois une théorie et un outil qui permet de modéliser une grande variété de problèmes en se ramenant à l'étude de graphes. Les derniers travaux en théorie des graphes sont aussi effectués par des informaticiens, et beaucoup d'informaticiens qui travaillent sur ça, travaillent sur la théorie des graphes, donc pour développer des algorithmes, pour développer la théorie sur la théorie des graphes, mais aussi utilisent la théorie des graphes pour résoudre certains problèmes qui sont d'ordre informatique. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, Google Maps, qui est un problème informatique, si vous voulez. Hein. Donc, si Google Maps, quand vous lui demandez quel est le trajet le plus court pour aller d'un endroit A à un endroit B, il va utiliser des outils de théorie des graphes pour se trouver le chemin le plus court. Bon, c'est automatique, c'est-à-dire vous ne lui dites pas donnez-moi le chemin le plus court, mais lui, il va vous chercher le chemin le plus court. Sur le réseau, donc, vous avez des communications qui se font entre des nœuds qui sont très distants et qui passent par plusieurs nœuds intermédiaires. Et comme il y a plusieurs chemins possibles, les routeurs sont obligés, en quelque sorte, de trouver le chemin le plus court ou le chemin dont le temps de transmission va être le plus court. Donc, vous voyez un peu que il y a des applications aussi qui… Donc, si vous travaillez dans le domaine des réseaux, surtout si vous faites du développement dans ces domaines, vous serez peut-être appelé à utiliser des outils de théorie des graphes. Et j'en passe. Donc, il y a beaucoup de domaines. Je ne sais pas si vous avez fait base de données. Vous l'avez fait, base de données? Ben, oui, vous avez fait base de données. On vous a parlé des formes normales, je sais pas, de Chomsky, etc. Donc, si vous voulez cette notion de forme normale, ben, c'est quelque chose qu'on peut prouver, si vous voulez, à l'aide des outils de théorie des graphes aussi. C'est-à-dire que je ne me souviens pas très bien, mais il me semble que c'est en relation avec la notion de composantes fortement connexes ou quelque chose comme ça. Bon, bref, c'est-à-dire que les dépendances, on peut dessiner un graphe de dépendance, donc pour prouver ou pour dire que mes relations, elles sont sous forme normale. Je ne me rappelle pas exactement le nom qui est utilisé. D'accord? Donc, les utilisations de la théorie des graphes sont multiples. Les domaines d'application des graphes sont aussi divers, justifiant une recherche importante en algorithmique. Parce que beaucoup de problèmes, leur solution revient à trouver un algorithme. D'accord? On va voir les algorithmes de recherche de chemin le plus court, les algorithmes de recherche de flow maximum, des algorithmes de recherche de nombre de couleurs, etc. Bon, qui est une heuristique, mais c'est des algorithmes. Donc, vous avez une multitude d'algorithmes qui permettent de résoudre certains problèmes.
Donc, parmi les problèmes qu'on peut résoudre, si vous voulez, en théorie des graphes, donc je disais tout à l'heure, les réseaux de communication, les réseaux routiers et chemins de fer, les réseaux de téléphone, les relais de télévision, les réseaux électriques, les réseaux d'information dans une organisation. C'est-à-dire que vous avez, même si ces informations doivent être échangées par, je sais pas, par papier ou par document ou quelque chose comme ça, mais vous avez une organisation, une administration. Donc, le réseau des échanges des informations peut être modélisé par les théories des graphes et peut-être qu'il y a des problèmes qui peuvent être posés et résolus par la théorie des graphes. La gestion de production, le problème d'ordonnancement des tâches, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a des outils qui permettent de résoudre ce problème en théorie des graphes. Les flots dans les réseaux, l'étude des circuits électriques, l'étude des réseaux électriques, etc. Dans la chimie, dans la sociologie, je disais la sociologie, ou bien, si vous voulez, dans les réseaux sociaux, dans l'économie, les notions de clic, on verra exactement ce que c'est, est un ensemble, est un exemple de l'implication de la théorie des graphes dans ces disciplines. Donc, voilà un peu, si vous voulez, un bref aperçu de l'utilisation de la théorie des graphes. Donc, c'est un module un peu théorique, un peu pratique. Si on arrive à trouver le temps, on va faire un TP peut-être. C'est toujours pratique. La programmation, si vous voulez, quand vous devez programmer en théorie des graphes, ça vous permet de traiter des problèmes relativement compliqués, mais pas trop, hein. C'est-à-dire que souvent, vous aurez à utiliser des piles, vous aurez à utiliser des, ou sinon de la récursivité, etc., pour résoudre certains problèmes. Donc, si vous êtes, ça va augmenter, si vous voulez, vos capacités ou vos compétences en programmation, si vous programmez des problèmes de théorie des graphes. Parce que c'est quelque chose, bon, pas tous, hein, il y en a qui sont relativement faciles à programmer, mais il y en a qui sont assez laborieux, assez difficiles à programmer. OK? Bon, peut-être que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Non, mais on peut continuer puisqu'on a commencé à 11h, à 10h, donc j'ai encore 20 minutes. Bon, j'ai encore 20 minutes, c'est bon. Bon, bien sûr, à partir du moment où j'aurai vos emails, je vais vous partager quelque chose euh, pour que vous puissiez accéder à toutes ces, à mes slides, à mes séries d'exercices, etc. OK? Donc, on va commencer donc à voir un peu ces définitions de base. Donc, il y a, si vous voulez, deux concepts. Il y a le concept orienté, donc, où les liaisons ont un sens, ont une orientation. Il y a des concepts non orientés. Donc, si je dis par exemple, en fait, les graphes, si vous voulez, sont là pour définir des relations binaires. C'est-à-dire que c'est des relations entre deux individus. D'accord? Après, si vous avez une multitude d'individus, bien sûr, vous prenez deux individus, soit ils sont reliés, soit ils ne sont pas reliés. D'accord? Donc, si je prends par exemple l'ensemble des enseignants et l'ensemble des étudiants, donc vous avez plusieurs individus, hein, toute une population. Donc, si je prends la relation l'enseignant est un enseignant de l'étudiant. Donc, ça, c'est une relation, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, c'est une relation qui a un sens parce que l'enseignant est un enseignant de l'étudiant, donc il lui dispense un certain module ou un certain cours, ou un certain TD, etc. Donc, ça, si vous voulez, il y a une flèche, en fait, il y a une orientation. D'accord? C'est-à-dire que l'étudiant ne peut pas être enseignant de l'étudiant. Donc, il y a un sens. Donc, c'est dans ce cas-là, on parle d'un graphe orienté. Parce qu'il y a un sens, il y a une orientation. Mais si je prends deux étudiants, que l'ensemble des étudiants, et je dis, par exemple, ils font le même module ou quelque chose comme ça, ou ils font la même spécialité, etc. Donc, si je prends deux étudiants,
Si je prends deux étudiants, s'ils sont dans la même section ou dans le même quelque chose, donc ils sont reliés. Bah, si je prends X, l'étudiant X et l'étudiant Y, ils sont dans la même section, et donc c'est relié. S'ils ne sont pas dans la même section, ils ne sont pas reliés. Mais si X est relié à Y, Y est relié à X, donc si vous voulez, ils sont dans la même section, c'est une relation qui est symétrique. Donc elle n'a pas besoin d'orientation. Donc on sera ici dans un concept non orienté. C'est bon, vous me suivez? D'accord. Donc, dans le premier concept, on a ce qu'on appelle les graphes orientés. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un graphe orienté? Ben, on le représente, donc un graphe G, on le représente par un couple d'ensembles X et U. D'accord? X, ben, c'est un ensemble fini, donc X1, X2 jusqu'à Xn, qu'on appelle l'ensemble des sommets. Donc, il y a N sommets. Et vous avez le deuxième sommet, le deuxième ensemble, U, donc c'est U1, U2 jusqu'à UN, qu'on appelle l'ensemble d'arcs. Donc c'est un ensemble fini aussi. Chaque élément, oui, c'est ça, c'est les points, on les appelle les sommets, on les appelle les nœuds aussi. D'accord? Et les arcs, donc ça relie toujours un couple de sommets. Donc chaque élément UI, donc appartenant à U, est une paire ordonnée de sommets. En fait, ça relie X vers Y, où X et Y sont des extrémités. Ben, X est l'extrémité initiale de UI et Y est l'extrémité terminale. D'accord? U, il peut être vide, mais pas X. C'est-à-dire que je peux, par exemple ici, avoir U égal à l'ensemble vide, mais pas X. Parce que si X est vide, ben, on n'a pas de graphe. Donc on peut avoir un graphe dans lequel il n'y a que des nœuds, mais qui ne sont pas liés, parce que bon, la définition que j'ai donnée pour lier mes éléments ben, ne lie personne. Monsieur, Oui, donc U, c'est la relation. exact. D'accord. Donc les sommets représentent des objets, des individus, ou ce que vous voulez. Et les arcs ou les arêtes, bon après on verra ce que ça veut dire les arêtes. Les arêtes, c'est dans le cas concept non orienté, représentent la relation ou le lien entre les différents objets. C'est bon? Après, il y a beaucoup de notions, donc il faudra les apprendre ou les connaître. Ben, ça va s'apprendre, si vous voulez, au fur et à mesure. Hein. Donc, quand on parle de l'ordre d'un graphe, G, ben, c'est le nombre de sommets, tout simplement. Donc, si vous reprenez le graphe que j'ai ici, donc il est d'ordre N, parce qu'il y a N sommets. D'accord? Bon, c'est pas très, très important, mais bon, c'est juste que c'est, on va dire, un lexique de la théorie des graphes. Donc, quand je dis l'ordre d'un graphe, en fait, c'est tout simplement le nombre de sommets dans ce graphe. Si les deux extrémités d'un arc sont confondues, qu'est-ce que ça veut dire sont confondues? Ça veut dire que c'est exactement le même. Alors, on parle de boucle. C'est-à-dire que si X est relié à X par un arc ou bien par une arête, donc à ce moment-là, on dira que X est relié à lui-même par une boucle. Si deux arcs possèdent les mêmes extrémités initiales et même extrémités terminales, alors on dit qu'ils sont parallèles. D'accord? Si X, bon, bien sûr, on a un arc U égale à XY, c'est-à-dire que sinon ça peut être une arête. Bon, c'est-à-dire que quand on parle d'arête, ça veut dire que l'orientation n'a pas d'importance. Donc vous avez E qui a comme extrémité X et Y, mais il n'y a pas de flèche, il n'y a pas d'orientation. Donc X et Y sont dits sommets adjacents. Ça veut dire que s'ils sont reliés par un arc ou par une arête, donc ils sont dits adjacents. Je n'ai pas compris pourquoi. Ah, il y a le graphe non orienté. Ah, pardon, j'ai sauté un slide. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi il y a un problème. J'ai sauté un slide, donc j'ai parlé de graphe orienté,
Et là, c'est le graphe non orienté. Le graphe non orienté, c'est la même chose. Il est défini par un couple de sommets, d'ensemble, X et E. Vous voyez, tout à l'heure, c'était U. Comment? Ah non, non, celui que j'avais fait, c'était celui-là. Non? Non, J'ai non, parlé de non. non orienté, mais ce slide, je l'ai sauté. Donc, c'est là. Donc, vous avez X et E. X, c'est l'ensemble de sommets comme tout à l'heure. Et E, c'est l'ensemble fini d'arêtes. Donc, c'est pas d'arc, mais d'arêtes. Chaque élément EI est une paire non ordonnée de sommets. Donc, on représente ça par un ensemble, mais toujours qui contient deux éléments, hein. Donc, X et Y sont appelés extrémités. Bon, tout à l'heure, je disais extrémité initiale et extrémité terminale, mais maintenant, je ne parle que des extrémités. C'est la même chose, E peut être vide. Les sommets représentent des objets et les arêtes représentent la relation, le lien. Bah, dernier, je crois, mais comme vous dites, c'est-à-dire que je suis passé par ce slide, mais j'ai lu que le dernier paragraphe. Voilà. C'est bon? Pour le cas d'un arc, X est dit, bien sûr, de l'arc XY, U égale XY. X est dit prédécesseur de Y et Y est dit successeur de X. C'est bon? Pour un X appartenant à grand X, un sommet du graphe orienté G, on définit gamma plus de X. Bah, c'est quoi? C'est l'ensemble des successeurs de X. C'est-à-dire que tous les Y tels que XY appartient à U. C'est-à-dire il y a un arc qui relie X vers Y. Donc tous les Y, tous les sommets qui sont successeurs de X, on les appelle l'ensemble des successeurs de X. Et inversement, gamma moins de X, c'est l'ensemble des prédécesseurs de X. Regarde seulement, est-ce que j'ai un exemple? Je ne sais pas. Et je peux vous donner un exemple. Ah, voilà. Par exemple, si je prends. Oui, Monsieur, vous pouvez revenir sur le slide précédent. Avant, si, avant celui-là, non. Oui, c'est pour parallèle. oui. Ben, parallèle, oui, ces deux arcs possèdent les mêmes extrémités initiales et les mêmes extrémités terminales. On dit qu'ils sont parallèles. Donc, je ne sais pas si dans l'exemple, il y a quelque chose qui est parallèle. Non, malheureusement. Mais si, vous voyez ma souris quand même. Vous Oui, voyez ma oui, souris? Oui. oui. J'ai un arc qui relie x2 à x5. Donc, si j'avais un deuxième arc qui relie x2 à x5, ben, j'aurais dit que les deux arcs sont parallèles, mais dans le même sens. Mais si j'ai un arc qui relie x5 vers x2, ils ne sont pas parallèles. Vous avez Ah, d'accord. compris? Oui, oui. Parce qu'il faut qu'ils aient les mêmes extrémités initiales, tous les deux, et les mêmes extrémités terminales. Donc, il faut que le deuxième arc, pour qu'il soit parallèle, il faut qu'il démarre de x2 et se termine à x5. Ce n'est pas l'inverse. Sans prendre en considération les autres formes. Non, Par exemple, je dirais oui. que cet arc et le deuxième qui n'existe pas malheureusement sont parallèles. Ah, d'accord, oui. Oui, c'est bon. Les prédécesseurs de x2, alors je vous écoute, Monsieur, ça s'est coupé. l'ensemble des prédécesseurs de x2, c'est quoi? L'ensemble des prédécesseurs de x2, exact, oui.
qui s'est passé. Mon modem s'est complètement bloqué. Vous m'entendez là, c'est bon? Bon, je vais arrêter. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Donc aujourd'hui, on va arrêter là, si vous voulez. Donc voilà ce que c'est qu'un graphe. Donc vous avez une idée déjà. C'est un ensemble de sommets et un ensemble d'arcs dans le cas orienté et un ensemble d'arêtes dans le cas non orienté. Donc vous avez ça, c'est un graphe non orienté. Et vous avez ici un graphe orienté. Donc vous avez après les notions de successeur, euh, prédécesseur, vous avez la notion d'adjacence. Donc quand on parle, on dit que deux sommets sont adjacents s'ils sont reliés par un arc ou par une arête. On parle aussi de voisins, si vous voulez. Donc l'ensemble des voisins, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de l'orientation. Donc quand on parle de successeur et de prédécesseur, on tient compte de l'orientation. D'accord? Donc voilà, en gros, donc un graphe il est représenté par une figure comme celle-ci. Donc les sommets sont représentés par des points. Monsieur, vous êtes en train de faire un Oui. partage d'écran? Ah, je suis pas en train de partager l'écran, oui. Oui. Ah, c'est vrai. Là, c'est bon? Oui. D'accord. Donc ça, donc je disais, c'est un graphe non orienté. Donc vous avez l'ensemble des sommets et vous avez les arêtes. Donc vous n'avez pas de flèche, vous n'avez pas d'orientation. Donc vous avez ici une boucle parce qu'elle relie un sommet à lui-même et vous avez d'autres arêtes. Donc ici, vous n'avez pas d'arête parallèle. La même chose ici, donc vous avez un graphe, mais cette fois-ci orienté. Vous avez une boucle et vous avez des arcs et les sommets, ils sont là, c'est des points en noir. Donc l'ensemble des sommets ici, donc comme c'est indiqué ici, vous avez donc de x1 à x6, et vous avez l'ensemble des arcs, c'est x1, x6, x2, x5, c'est-à-dire que vous trouverez toutes les flèches qui sont ici, donc c'est des arcs, donc vous les trouverez en couple là. La même chose ici, donc vous avez l'ensemble des sommets, c'est de x1 à x5, et vous avez toutes les arêtes, donc x1, x2, c'est là, x1, x2, vous avez x1, x4, elle est là, vous avez x1, x5, x1, x3 quelque part, ou bien x3, x1. Bon, je ne sais pas si... Et vous avez x2, x2, donc c'est la boucle. Bon, je l'ai oublié peut-être le x1, x3. x3, x4, non, il n'y a pas. Donc il y a une erreur, hein, il y a des erreurs. Donc x3, x4 n'existe pas, c'est x3, x1. x3, x5, c'est celui-là, et ainsi de suite. x4, x5. Donc je corrigerai après. C'est bon comme ça? Donc je m'arrête là aujourd'hui. Donc je vous laisse. Je vous enverrai, si vous voulez, par le biais de votre délégué, cette présentation pour cette fois-ci. Mais une fois que je reçois vos emails, on aura un autre moyen de partage. J'utilise Classroom. OK, c'est bon? Donc voilà, bon courage alors pour la suite. Je ne sais pas si pour la semaine prochaine, on va maintenir, enfin, ils vont nous envoyer les emplois du temps, sinon on maintiendra cette séance. D'accord? OK, allez, au revoir. Allez.